BFM Business, Good Morning Business, l'interview. Allez, il est 8h17 et mon invité c'est Frédéric Collet, le président de Novartis France et président du LEM aussi, les entreprises du médicament. Bonjour. Bonjour Jacques-Christophe Jacques-Ici. On va donc parler effectivement forcément de ce secteur incroyable de la pharmacie, du médicament qui a tellement été mis à contribution pendant cette crise. On va parler de Novartis d'abord, de votre groupe qui a publié hier des résultats triplés, mais il y a beaucoup d'exceptionnels. Il y a la vente effectivement de Roche qui vous a quand même donné beaucoup d'exceptionnels, mais quand même bons résultats en progression. C'est quoi finalement la stratégie aujourd'hui de Novartis, premier groupe, je pense, mondial du médicament, qui vend effectivement Roche, qui s'interroge sur sa filiale de médicaments génériques Sandoz, que vous allez sans doute vendre, en tout cas vous vous interrogez sur sa place dans votre groupe. Qu'est-ce que vous voulez devenir exactement, Novartis ? Alors, Novartis, je pense que c'est très simple. C'est un groupe qui se concentre sur l'innovation, c'est-à-dire que dans les dernières années, on a fait deux choses. D'abord, on s'est concentré sur les plateformes innovantes en santé, sur la pharma avec par exemple la neuroscience, la cardiologie, le respiratoire, etc. L'oncologie bien sûr. Bien sûr. Se concentrer sur les nouveaux métiers, les nouvelles technologies qui sont absolument intégrantes de notre façon de travailler, se concentrer également sur notre rapport au travail et sur les questions de culture. Donc le groupe s'est vraiment concentré sur ces innovations dans toutes les formes. Parce qu'en fait, vous allez chercher effectivement des innovations qui ont une rentabilité plus importante que par exemple les génériques, j'imagine. Il y a la question de rentabilité, mais il y a surtout la question de se dire aujourd'hui, le fait d'être un innovant sur ce métier-là nécessite d'être extrêmement concentré et efficace et d'être sûr qu'on soit capable d'allouer tous les moyens. Je vous donne un exemple. Novartis a aujourd'hui en cours plus de 200 essais cliniques en France, par exemple. Et dans ces 200 essais cliniques, ce sont plus de 5000 patients que nous suivons sur des aires thérapeutiques comme les maladies cardiovasculaires, sur l'hémato, sur le cancer, sur le respiratoire. C'est très compliqué d'être présent de façon active et de façon efficace sur toute cette diversité d'aires thérapeutiques. Alors, moi j'ai une interrogation parce que j'ai effectivement vu hier cette stratégie expliquer, ce plan pluriannuel que vous venez de résumer. Mais alors je me dis, vous êtes présent sur l'innovation, sur ce qui bouge et tout, et alors on ne vous a pas entendu du tout sur le coronavirus et sur la Covid. Vous n'avez pas été présent ? Alors, ce n'est pas tout à fait vrai, parce qu'effectivement, Novartis, justement, dans cette stratégie de concentration, a cédé son activité de vaccin il y a quelques années. Ouais. Maintenant, dans le coronavirus, nous avons été présents de plusieurs façons. D'abord, parce que nous avons fabriqué, nous avons fait du manufacturing pour Pfizer, nous avons fait des principes actifs pour Roche. Nous avons également travaillé sur notre propre portefeuille pour regarder si dans notre portefeuille nous avions des molécules qui pouvaient être efficaces. Ouais. Et puis nous avons aujourd'hui annoncé... Parce que justement, les anticorps monoclonaux, c'est votre spécialité. Absolument. Et ils sont utiles pour lutter contre... Oui, maintenant, tous les anticorps monoclonaux ne sont pas forcément utiles contre le coronavirus. On a regardé ce que nous avions en portefeuille. Et puis surtout, nous avons travaillé en partenariat avec un laboratoire suisse. Et nous avons développé un traitement dont les premiers résultats en phase 2 sont extrêmement prometteurs. On attend les phases 3 prochainement et on espère que ce traitement sera un traitement qui apportera une réponse dans le cadre du Covid. De quelle technologie, ça, ce traitement ? C'est un anticorps monoclonal. Aussi. Donc vous avez bien trouvé un des anticorps qui fonctionnait. Bon, du coup, vous parlez aussi peut-être de la vente de Sandoz, médicaments génériques, mais Sandoz est aussi présent dans les biomédicaments. Or, quand je reçois des patrons de grands groupes pharmaceutiques, ils ne jurent tous que par les biomédicaments par rapport aux médicaments chimiques. Alors, vous n'allez quand même pas abandonner ça, quand même ? Écoutez, effectivement, vous le savez, Sandoz fait l'objet d'une ce qu'on appelle une analyse stratégique. On se dit, est-ce que c'est core dans le business ou est-ce que, au contraire, c'est parallèle à l'activité de médecine innovante de Novartis ? Et les questions qui ont été annoncées, c'est de se dire, comment est-ce qu'on fait pour donner à Sandoz tous les moyens de se développer ? Sandoz, c'est le deuxième acteur mondial du générique. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour faire de Sandoz un acteur, le numéro 1 mondial, un acteur majeur ? Et Sandoz marche sur deux pieds. Un pied sur le médicament générique traditionnel, on pourrait dire la médecine et les médicaments chimiques,
et en même temps la pharmacopée de demain que sont ce qu'on appelle les biosimilaires, c'est-à-dire ce ne sont pas vraiment des génériques, mais ce sont des médicaments de biotechnologie qui ont perdu leur brevet. Et donc dans l'analyse stratégique que fait Novartis aujourd'hui, on se pose la question de se dire est-ce que c'est l'ensemble, est-ce que c'est les biosimilaires d'un côté, le générique de l'autre, et ça je peux pas. Est-ce que vous abandonnez tous les génériques, qu'ils soient chimiques ou bio, ou est-ce que vous gardez une partie? Et ça, là, je pense qu'on aura la réponse dans les prochains mois. Alors on va parler aussi de Novartis et la France, parce que vous avez des sites industriels dans notre pays. D'abord, dites-nous lesquels, et puis on va parler aussi un peu d'environnement macroéconomique. La France, c'est un pays qui est très important pour Novartis, pas simplement parce que... Je rappelle le groupe suisse, évidemment. Le groupe suisse, et pas simplement parce qu'on est frontalier, qu'on est de l'autre côté de la frontière, et que le groupe regarde de ce qui se passe chez nous. On est l'une des 5 premières filiales. En France, nous avons plus de 3000 collaborateurs, et nous avons, ce qui est très intéressant, c'est que nous sommes présents sur tous les métiers de la pharmacie. Nous faisons de la recherche, nous faisons du développement clinique, nous sommes le premier promoteur d'essais cliniques en France, je l'ai évoqué. Plus de 200 essais cliniques, plus de 5000 patients suivis sur toutes les aires thérapeutiques. Nous sommes également... C'est intéressant parce qu'on a longtemps dit que la France n'est pas toujours un bon terrain d'expérimentation parce que c'est compliqué d'obtenir des autorisations d'expérimentation. Et là, finalement... La France, et je vous le rappelle, la France, typiquement dans le domaine de l'oncologie, la France dans le domaine de l'oncologie est le 2e pays européen. On est le 4e dans l'ensemble des essais cliniques, mais 2e en oncologie. Et puis Novartis, comme vous l'avez dit, est très présent sur un plan industriel. Nous avons aujourd'hui 2 sites principaux industriels que sont un à Huningue en Alsace, qui est un site qui fabrique justement des anticorps monoclonaux, et un dans la banlieue parisienne, aux Ulis, sur le plateau de Saclay, dans lequel nous fabriquons des thérapies géniques et cellulaires. Donc nous sommes sur les dernières thérapies. En plus de ça, nous avons un certain nombre de centres, 9 en tout, en France, qui font ce qu'on appelle de la médecine nucléaire, c'est-à-dire dans le domaine du cancer, ce qu'on appelle des radioligands qui permettent de cibler certaines pathologies dans le domaine du cancer. Pour vous donner un exemple, dans les dernières 4 années, nous avons doublé nos effectifs industriels. Nous avons plus de 1000 collaborateurs qui travaillent sur des sites industriels, et ces sites sont au cœur même de la stratégie du gouvernement, notamment, qui est d'attirer en France la pharmacopée de demain, les technologies de demain. Alors, on a beaucoup reculé en France en matière de production de médicaments. On s'en est aperçu notamment pendant le Covid. Alors, justement, ça m'intéresse toujours. Quand vous êtes au COMEX avec vos actionnaires, avec vos homologues, quand vous êtes en Suisse et que vous défendez le Made in France, le Invest in France, si je puis dire, vous êtes un de nos ambassadeurs, qu'est-ce que vous leur dites? Et est-ce qu'ils sont plus faciles à convaincre aujourd'hui qu'il y a 10 ans? Alors, incontestablement, j'en veux pour preuve, dans le cadre de Choose France, nous avons rencontré avec Vas Narasimhan, qui est le CEO de Novartis, nous avons rencontré le président de la République, comme nous le faisons régulièrement, notamment parce que Novartis a beaucoup investi en France, et aussi parce que Novartis regarde la France avec beaucoup d'attention. Dans les 2 dernières années, le secteur de la santé et des entreprises de santé en France a été considéré d'une façon très particulière. C'est un secteur qui a été élu parmi les 5 secteurs stratégiques de sortie de crise. Ouais. Donc ce qui s'est fait, en particulier en matière d'accès à l'innovation, nous avons par exemple chez Novartis une quinzaine de produits qui sont ce qu'on appelle ATU, c'est-à-dire que c'est un régime qui permet de donner l'accès anticipé aux médicaments. Nous avons, donc, ce qui se fait dans le domaine de l'accès à l'innovation, ce qui se fait dans le domaine justement de l'attractivité de la recherche clinique, ce qui se fait dans le domaine industriel. Ça vous sentez des progrès, vraiment? Nous sentons des progrès. Je vous donne encore une fois, nous avons investi de façon importante en France dans les dernières années. Ouais. Nous considérons la France comme un pays d'investissement potentiel dans les années qui viennent. Et nous, le point le plus important pour nous, s'il y en a un, c'est celui de l'accès aux traitements innovants. Et là, tous ces mécanismes d'accès précoce ont été revus récemment de façon importante. Et je prends 2 exemples qui sont vraiment significatifs pour nous, dans le domaine soit dans le domaine, par exemple, de la suffisance cardiaque, et plutôt des maladies cardiovasculaires, dans le domaine de l'oncologie. Ce sont des sujets que nous regardons avec beaucoup d'attention. Et donc, l'évolution de la France en matière d'accès à l'innovation est quelque chose qui est très stratégique pour nous. Donc vous pensez qu'on peut inverser la tendance et que les discours qu'on a entendus pendant 2 ans, on ne fabrique plus de l'Iprane, c'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est les investissements sur des médicaments de demain. Absolument. Deux médicaments dans lesquels récemment, que sont dans certains CAR-T, c'est-à-dire les CAR-T, ce sont ces thérapies géniques et cellulaires, mais également dans la sclérose en plaques, sur des médicaments dont l'accès a été rendu possible en France,
plus rapidement que dans certains pays européens et que même de façon comparable à ce qui peut se faire aux États-Unis. Et ça, c'est inédit. Ça rassure. Comment vous regardez l'écosystème des biotech? On en reçoit tout le temps sur ce plateau, notamment à 6h45 dans la French Tech, et on est quand même un peu bluffé par effectivement cette créativité. En même temps, c'est du temps long, 10-15 ans. Est-ce que ce sont des concurrents ou des alliés potentiels? Est-ce que, comme Pfizer avec BioNTech, vous regardez régulièrement avec lesquels vous pourriez vous associer? L'innovation aujourd'hui, elle a 3 facteurs. Il y a un premier facteur qui est ce que nous investissons, les innovations que nous faisons. Novartis rebascule dans l'innovation 20% de son chiffre d'affaires tous les ans. Deuxième élément, c'est effectivement les collaborations avec, par exemple, les universités, le système académique. On l'a vu pendant la crise, mais on l'a vu, par exemple, nous travaillons avec des universités, notamment américaines, par exemple, sur le développement des CAR-T que j'ai évoqués. Et puis le troisième sujet qui est important, c'est justement les collaborations que nous avons, voire soit en collaborant, soit en rachetant des bibliothèques qui ont un savoir-faire sur certains développements de nouvelles molécules, de nouveaux traitements. Parfois plus agiles. Parfois plus agiles, mais qui ont aussi beaucoup de mal à passer à l'échelle. Et donc c'est là où la collaboration entre les big pharma et les biotech est importante, parce que les big pharma ont les épaules suffisamment larges pour prendre ces risques avec elles et les accompagner. Ça fait partie de vos missions, Frédéric Collet. On vous dit au siège en Suisse, on vous dit regarde ce qui se fait dans les biotech françaises et n'hésite pas à nous prévenir. Écoutez, absolument, puisque d'abord, le système des biotech français est un système qui est reconnu. Il fait l'objet d'une attention particulière en France. Et donc, évidemment, une de mes missions est de screener ce qui existe et de se dire, est-ce qu'il y a des choses qui sont intéressantes et dans le cœur de notre stratégie de portefeuille qui est assez large. Donc, je le fais. Merci beaucoup Frédéric Collet, président de Novartis France et président du LEM, l'entreprise du médicament. On a largement parlé effectivement de l'évolution du secteur de la pharmacie en France et en Europe et dans le monde. Merci d'avoir été avec nous. Dans un instant, 8h30, c'est le journal de l'économie.